Je revins en Angleterre. Il m'était de plus en plus difficile de voyager sans me faire remarquer. Il y avait très souvent des forces de police dans les gares des grandes villes, surtout depuis le retour à la tête du gouvernement de Lord Derby en février dernier. La reine Victoria lui avait fait confiance pour la deuxième fois. Il faisait du zèle. Il avait transféré le contrôle des Indes de la Compagnie des Indes orientales à la couronne et voulait la même inflexibilité sur le sol de Sa Majesté. Je devais être encore plus prudent et plus encore futé pour passer entre les mailles du filet. La solution passait devant mes yeux. Au même moment, le cirque de Charles Carlington entrait dans la ville. Le hennissement du cheval qui menait poussivement la caravane rajoutait le point final qui manquait à mes interrogations. J'ai horreur du cirque. Ramassis d'un peuple du plus bas étage, je trouve notamment ridicule les clowns, des larbins du rire qui jouent de leur maladresse sans aucune distinction, et puis les tartes à la crème dans le visage, quelle vulgarité. Par bonheur, point de lieu rouge dans la troupe. Je le découvrirai plus tard. Je rejoins la troupe en novembre 1858. Le directeur cherchait un employé avant la grande tournée qu'il préparait. Ce type de travail de comptabilité et de rangement était bien loin de mes attributions habituelles et de mon rang, mais j'y vis un moyen de me déplacer anonymement. Au moins, avec le cirque, nous emprunterions des chemins plus modestes, plus discrets. Nous faisions un convoi de roulottes tirées chacune par 2 chevaux. En lettres rouges et or, on pouvait lire de loin « Freak, la parade des monstres de Charles Carlington ». Finalement, pour passer inaperçu, rien de tel que de s'afficher au grand jour. Aucun clown, pas plus de dresseurs de phoques dans le cirque de M. Carlington, mais des monstres de foire. Il y avait bien quelques avaleurs de sabre et des cracheurs de feu, mais ils servaient surtout à rameuter les passants pour les faire entrer voir les monstres. La femme à barbe, l'homme tronc, le violoniste manchot, la sirène contorsionniste. Il y en avait pour tous les goûts, tous les dégoûts. Des nobles de la haute société, des villes que nous traversions venaient là pour se distraire. Il n'y avait finalement que très peu de personnes des quartiers modestes. La misère et l'exploitation, ils vivent avec, pourquoi payer le billet d'entrée? Les femmes regardaient au travers de leurs mains, gantées pour essayer d'apercevoir, mais pas trop de front, les difformités mises en scène. Quand Charles Carlington les entendait crier de stupeur, il était heureux, autant que quand il comptait sa caisse. Monsieur Carlington avait un besoin maladif de se démarquer des autres membres de la caravane. Sa roulotte était plus grande et plus large de plusieurs pieds. Rien n'amenait à penser que sa maison avait des roues. L'intérieur était douillet et confortable, quoique d'un style trop chargé en goût. La décoration était dans l'esprit des maisons des sultans du Grand Empire ottoman, du moins de l'idée qu'ils s'en faisaient. Clinquant et inutile. Rien à voir avec le luxe raffiné du palais de Constantinople, d'Abdul-Messide évidemment. De grandes tentures multicolores voltaient dans les courants d'air et claquaient sur les fenêtres, comme pour appeler au secours. Charles Carlington lui-même, au fond de lui, ne devait pas aimer le faste ridicule dans lequel il vivait. Qui l'aurait pu? Il était clair qu'il s'était façonné un intérieur dans l'unique but d'impressionner des visiteurs qu'il n'invitait pourtant jamais. 2 grands fauteuils en bois sculpté se faisaient face. Inutile attention, l'un des deux restait invariablement inoccupé. Sa fatuité narcissique n'en était que plus risible. Je me faisais un plaisir, presque un devoir, de m'y asseoir les jours où je pénétrais dans sa demeure par effraction. Sa manière de s'habiller n'avait rien de modeste non plus. Invariablement, peu importe la saison, il arborait un grand manteau en peau brute retourné qu'il frappait de ses pieds en marchant, et un chapeau en croûte de cuir râpé, un peu écrasé sur le dessus, porté légèrement sur l'arrière de son crâne. La canne qui ne servait à rien, sinon à écarter les rideaux du chapiteau, avait une tête de lion en pommeau. Il tenait d'une main ferme, comme s'il maîtrisait le fauve. Ma modeste roulotte était accrochée à la sienne. Je devais le suivre, malgré moi, dans nos déplacements, comme janvier suit décembre, sans pouvoir rien changer à ce ridicule calendrier. Je vivais là, au milieu de tous ceux que les incultes appellent monstres. Mais il y a un respect et une affection parmi eux dont on ferait bien de s'inspirer dans les beaux quartiers. J'appris vite qu'offenser l'un d'entre eux, c'est offenser toute la famille. S'attaquer à l'un d'eux, c'est attaquer tout le groupe. Les artistes se savaient exploiter évidemment, mais aucun d'eux ne cherchait à fuir. Leur vie aurait été encore plus difficile ailleurs, seule. Cette solidarité était d'autant plus surprenante que pratiquement personne ne parlait la même langue. Ils étaient argentins, polonais,
français, espagnol ou bulgare. Et tous ensemble, ils formaient la plus belle collection de monstres internationaux visibles en Angleterre. Charles Carlington était tellement fier de cela qu'il commençait toujours son discours le soir en le rappelant. Tous les pensionnaires de cette monstrueuse parade semblaient heureux et satisfaits de leur sort. Ils ne se donnaient l'air triste qu'en exhibition. Oui, le malheur apporte plus. Kurt n'avait pas de jambes, ni de bras. Son corps s'arrêtait au niveau du nombril. Il se déplaçait en marchant sur ses mains, et qui du coup semblaient bien trop grandes pour un si petit corps. Alors il faisait toujours la même blague, hein. J'y ai eu droit aussi. Il se posait par terre. Il fuminait en tentant de s'extraire du sol. Et quand évidemment on allait essayer de l'aider à s'extirper du sol, il partait comme ça en courant dans un rire sonore et tout le monde s'esclaffait de bon cœur avec lui. Les repas en commun étaient très joyeux également. Les bruits de mastication de ces bouches ouvertes et tordues se mélangeaient au rire. Seul le directeur et Victoria, la femme du lanceur de couteaux aveugle, étaient normaux. Victoria était la mascotte du groupe. Elle était très belle. Elle se montrait chaleureuse et familière avec tout le monde. Elle n'avait pas peur de toucher les cicatrices et les malformations. Son amusement préféré était de se faire une écharpe de bison, comme elle disait, avec le bras de Féjor, l'homme-chien, dont le corps entier était recouvert de poils. Je me souviens en arrivant de ce que j'avais dit à M. Beaufort, après lui avoir lu Frankenstein, dont l'humanité échappait à ceux qui l'avaient assassiné. Les monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Et des Frankenstein ici, il n'en manquait pas. Mais aucun d'eux ne risquait d'hériter Elisabeth. Elle sait bien que je ne m'en prends jamais aux faibles. Il n'y a aucune gloire à tuer un manchot sans défense. Il ne me serait pas venu à l'esprit de supprimer qui que ce soit sur le campement. À une exception près. Charles Carlington. Le directeur faisait régner la suspicion dans la caravane, en colportant ou en inventant des rumeurs pour maintenir son autorité sur les monstres qu'il exploitait. Il se pensait supérieur à eux juste parce qu'il n'avait pas de tare. Pas de tare apparente, du moins. Par ailleurs, il convoitait grossièrement Victoria et ne s'en cachait pas. Allez, viens. Et ton mari ne nous verra pas. Et il gloussait lourdement. Victoria était une belle personne, assurément. À mon arrivée, je me demandais ce qu'une fille si précieuse pouvait bien faire dans un lieu pareil. Elle était là par amour. Elle n'était pas venue y dissimuler quelques forfaits honteux dont elle aurait eu à rougir. Victoria n'avait pas une nature à refuser les difficultés de la vie, hein. Au contraire. Elle aurait pu quitter cet endroit pour vivre une vie épanouissante ailleurs. Ouais. Elle aurait pu fuir quand son mari avait perdu la vue. Elle était restée fidèle à son époux et à sa destinée. Ils avaient quitté ensemble, solidaires, le cabaret prestigieux où ils se produisaient. Ce haut lieu de bon goût londonien ne voulait pas d'artistes handicapés à l'affiche. Trop vulgaire. Ce fut une évidence pour eux de continuer ce métier. Le conjoint de Victoria savait lancer les couteaux, les yeux fermés. C'était le clou du numéro. Eh bien, il ferait de ce final le début du nouveau. Et ça en serait que plus spectaculaire, hein. Mais voilà. Aucun cirque, aucun cabaret n'avait voulu d'eux. Ils avaient rejoint la troupe des monstres de foire par dépit. Aucune autre alternative n'était possible. Victoria avait dû accepter cette nouvelle épreuve avec courage. Mais plus d'une fois, les jours de déprime inévitables, elle avait prié pour que son mari manque la cible. Je l'imaginais certains soirs, se décaler légèrement pour donner un meilleur angle à la mort. Victoria devait voir le monde pour deux. Son époux, en retour, lui a appris à voir au-delà des apparences et des préjugés. Tous les membres de cette troupe avaient eu à surmonter des drames effroyables pour en arriver là. Pourtant, chacun d'entre eux était gai, heureux de vivre. Comment Victoria aurait-elle pu décemment se plaindre? Quand on vit au cœur même de la souffrance humaine, en bonne santé et entouré d'affection, on ne peut qu'accepter son sort, hein. Donc elle aima dès lors sans réserve sa nouvelle famille. À une exception près. Charles Carlington? Le directeur a bien y regardé. Il était en fait le seul véritable monstre de la troupe. Victoria avait du mal à supporter cet être cupide et inhumain. Il en était de même pour moi. Cette bête sans cœur. Remarqua plus d'une fois que j'observais ses manœuvres grossières. Allez Johnny, hein, on est pareils tous les deux en se fronçant, pas vrai? Johnny. Personne ne m'appelle Johnny. Et non, je te ressemble pas, Vermisson. Oh, allez. Patience. Je m'occuperai bientôt. Je m'occuperai de toi bientôt.
Approchez, approchez, messieurs, dames, n'ayez pas peur. Pour 2 livres seulement, venez voir la plus belle collection de monstres internationaux vivants visibles en Angleterre. Mieux que Barnum et moins cher. Venez rencontrer l'homme tronc. Il est né sans bras ni jambes et il rampe comme un ver de terre, mais il allumera une cigarette sans l'aide de ses bras. Venez caresser l'homme chien qui est poilu de la tête aux pieds. Aucune crainte, il ne mord pas. L'enfant sage fera des sauts périlleux arrière. Approchez, approchez, ils sont tous là pour vous. Venez vous mesurer aux pygmées africains et aux 2,48 m de Narambata, le géant de Mongolie. Vous pourrez voir votre visage dans les galeries des glaces. Elles sont déformantes. Mais essayez de redresser les barres d'acier que le cœur tordra pour vous. Vous serez terrifiés par le tigre, ému par l'enfant serpent. Craignez pour votre vie avec John Wycliffe, Le majordome aux gants rouges. Le majordome aux gants rouges. John s'agite et transpire en dormant. Il fait ce rêve horrible depuis son arrivée. Il est avec Burke O'Brien, l'homme éléphant. Tout le corps de Burke bascule à gauche. Son bras là est 4 fois plus large que le droit. Il se termine avec 2 doigts seulement. sa tête est difforme, une grosse bosse sur le front, un renflement proéminent lui fait comme un petit bras supplémentaire. C'est ce qui lui a valu ce surnom. Burke est devant un miroir déformant. J'adore venir ici. J'ai l'impression d'être normal. Viens voir, John. Non, ça ira, merci. Allez, fais-moi plaisir. Viens voir celui-là, s'il te plaît. C'est mon préféré. Allez, viens essayer. La voix de Burke semble faire un effort pour s'extirper de tant de méandres. Il en est touchant. John lui cède. Burke poursuit. Je l'ai appelé le miroir de l'âme. Quand je le regarde, je suis droit et beau. On dirait qu'il façonne l'extérieur avec ce qu'il voit à l'intérieur. Allez, viens essayer, je te dis, c'est là. John ne tient pas spécialement à faire face au miroir. Il sait ce qu'il va voir. Un jeune homme distingué et gracieux. Mais devant l'insistance de Burke, John place ses pieds dans l'exacte marque bleue au sol. Son visage est beau. Tu vois, je te l'avais dit. Ah, attends un peu, il faut laisser le temps qui pénètre ton âme. John sourit à son reflet, qui lui renvoie un sourire amical à son tour. Quand soudain, lentement sa peau fond comme une bougie molle. Son visage se rétrécit, il s'assombrit et devient finalement ténébreux, difforme. Ses os blancs qui maintenant sont à nu tranchent avec son âme, noir et rouge profond. Seul un halo de lumière au lointain donne à penser qu'il fut pur dans sa jeunesse. Un torrent de sang continu et noueux coule à ses pieds. Le liquide pâteux frappe contre des corps dépecés étendus au sol, qui éclaboussent le visage de John et brisent le miroir en milliers de flèches acérées. C'est le bruit du verre cassé et la pluie qui s'est engouffrée par la fenêtre verte qui le ramène à la réalité froide et mouillée du verre plein les bras. John, redressé sur son lit, les bras tendus et les mains ensanglantés, respire fort. John, Redressé sur son lit, les bras tendus, les mains ensanglantés, respire fort. respire fort.